Personne ne s'attendait à ce qu'un simple lundi transforme le lycée Jean Moulin de Marseille en théâtre d'un bouleversement total. Tout a commencé avec un bruit discret, le claquement sec de bottines sur le carrelage du couloir, juste avant la sonnerie de 8 heures. Quand la porte de la classe de 2NDE5 s'est ouverte, les têtes se sont tournées. Elle est entrée fine, droite, presque glaciale. Camille? C'était la nouvelle. Son manteau noir légèrement froissé, ses cheveux bruns attachés à la va-vite, et ce regard, dur, clair, comme s'il avait vu plus de choses que n'importe qui ici. Madame Dupuis, leur professeure principale, s'est interrompue une seconde, chose rare, avant de lui indiquer la place du fond, près du radiateur. Camille n'a pas remercié. Elle n'a pas souri. Elle s'est assise, sorti un cahier noir sans étiquette, et n'a pas levé les yeux pendant tout le cours. Il n'a pas fallu 1 heure pour que Lucas, capitaine de l'équipe de foot du lycée, l'identifie comme cible. Avec ses potes Mehdi, Théo et Romain, il formait ce qu'on appelait dans les couloirs les 4 loups, populaires, confiants, intouchables. Lucas a lancé d'un ton moqueur, « Fais gaffe à pas tomber dans ta cape de vampire, la gothique. » Rires étouffés. Camille n'a pas bougé. Elle écrivait encore. Certains ont cru qu'elle était timide, peut-être trop fragile pour réagir. Mais en vérité, elle notait. Elle enregistrait. À la pause de 10 heures, elle a trouvé la porte des toilettes taguée avec un marqueur rouge, WC privé Camille la sorcière. Pendant la récré de midi, une story Instagram l'a montrée assise seule à la cantine, avec un filtre de squelette et la légende « Qui va lui dire qu'on est en 2025 ?» Le hashtag Fantomette Jean Moulin a commencé à circuler. Ce que Lucas et les autres ignoraient, c'est que Camille avait déjà vécu ça. À Lyon? À Rennes? À chaque fois qu'elle changeait de lycée, c'était pareil, mais cette fois, elle avait décidé que ce serait la dernière. Ce soir-là, dans sa petite chambre au-dessus de la boulangerie que tenait sa tante, elle ouvrit son cahier noir. Y figuraient déjà les prénoms, Lucas, capitaine narcissique, allergique à l'humiliation. Mehdi, terreur verbale, mais incapable de faire face à un conflit physique. Théo, le clown du groupe, mais avec un dossier médical rempli d'anxiolytiques. Romain, fils à papa, dépendant aux likes et à la validation sociale. Elle ne voulait pas juste riposter. Elle voulait les forcer à regarder qui ils étaient vraiment. Et elle allait les y pousser. Lentement? Précisément. Le lendemain, Lucas reçut une notification, quelqu'un avait battu son record au test de performance en salle de muscu du lycée. Sur l'écran, Camille.b. Mehdi trouva dans son casier une vieille lettre manuscrite qu'il avait envoyée à son ex-copine en 3e, pleine de fautes, de promesses ridicules et de révélations embarrassantes. Théo, en pleine présentation orale, vit défiler sur l'écran de la classe un PowerPoint modifié, une compilation de ses TikTok les plus ridicules, dont certains privés. Romain, lui, vit apparaître un vieux commentaire homophobe posté il y a 2 ans à côté d'une capture de son profil actuel militant pour l'inclusion. Personne ne comprenait d'où venait tout ça. Puis, vendredi, pendant l'assemblée du lycée, Lucas s'est levé d'un bond. Il a crié vers le fond de la salle, « Tu crois que t'es maligne? T'as rien d'autre à faire que jouer à l'espionne? » Tous les regards se sont tournés vers Camille. Elle s'est levée lentement. Avancé calmement. Et a dit au micro, d'un ton calme et tranchant, « Il vous reste 2 heures pour décider qui vous êtes vraiment. Ensuite, c'est moi qui déciderai. » Silence. Pas un souffle. Même Madame Dupuis avait la main crispée sur son badge. Lucas s'est redressé, visiblement pour dire quelque chose, mais n'a rien dit. Il l'a juste fixé. Puis baissé les yeux. Et pendant que tout le monde sortait lentement du gymnase, Camille est repartie vers sa place, comme si rien ne s'était passé. Sauf que tout avait commencé. Et personne, absolument personne, ne savait jusqu'où elle était prête à aller. 14h02, les aiguilles de l'horloge murale de la salle des professeurs du lycée Jean Moulin cliquetaient doucement. Dehors, les couloirs semblaient calmes, presque trop. Mais les 4 loups Lucas, Mehdi, Théo et Romain savaient. Ils ne savaient pas quoi, ni quand, ni comment, mais ils savaient que quelque chose se préparait. Depuis que Camille avait lancé son étrange avertissement, aucun d'eux ne dormait correctement.
Le lycée entier sentait l'électricité dans l'air. Et cette fois, c'étaient eux les proies. Le premier coup est tombé à 14h07. Un email, intitulé simplement « Vérité », fut envoyé à tous les professeurs, au proviseur M. Langlois et au président de l'association des parents d'élèves. En pièces jointes, 4 vidéos, une pour chaque garçon. La première montrait Lucas, dans les vestiaires, en train de menacer un élève de seconde pour qu'il lui fasse ses devoirs. Dans la seconde, Mehdi harcelait verbalement une élève en l'appelant « vache » dans un couloir bondé. La troisième vidéo, captée apparemment via une caméra discrète, exposait Théo en train de saboter le projet d'un camarade pour ne pas perdre sa place dans le top 5 du classement. La dernière, plus subtile mais tout aussi percutante, montrait Romain en train de rire alors qu'un élève autiste tombait dans la cour sans jamais lui porter secours. Il filmait. Il partageait. L'effet fut immédiat. Les professeurs furent choqués. Monsieur Langlois convoqua une réunion d'urgence. Les parents d'élèves exigèrent des sanctions. Mais les loups, eux, furent confrontés à un autre problème, l'humiliation publique. Car Camille ne s'était pas arrêtée à l'administration. En parallèle, des tracts furent déposés dans les casiers des élèves. Sur chacun, une image extraite d'une des vidéos, accompagnée d'une simple phrase, ce que vous ne voyez pas quand il rit. Aucun nom. Aucun contexte. Juste des visages, des actes et un miroir. À la cafétéria, les tables autrefois réservées aux loups étaient vides. Les regards ne les admiraient plus. Ils les accusaient. Lucas essaya de nier, fake. C'est du montage. Mais personne ne le crut. Mehdi tenta d'intimider ceux qui lui tournaient le dos. Ça ne fit qu'aggraver son isolement. Romain, lui, arrêta de venir en cours pendant 2 jours. Et Théo, étrangement silencieux, fit quelque chose d'inattendu, il demanda à parler à Camille. Elle accepta. Mais à ses conditions. Vendredi matin, à 7 heures précises, dans la salle A12, une ancienne salle de technologie au fond du bâtiment, aujourd'hui presque abandonnée. Quand Théo arriva, elle était déjà là. Un projecteur, un tableau blanc, 2 chaises. Elle lui dit « Assieds-toi. Regarde. » Elle lança un montage de plusieurs de ses anciennes stories Instagram. Mais cette fois, montées avec les réactions de ceux qui l'avaient blessé. Le contraste était brutal, rire contre larmes. Moquerie contre regard baissé. Camille ne disait rien. Théo sanglotait. Puis ce fut au tour des autres. Un par un, convoqués sans menace, sans chantage. Et tous vinrent. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'elle avait vu au-delà de leur masque. Parce qu'ils savaient que Camille ne cherchait pas à les détruire. Elle voulait qu'ils comprennent. Elle voulait qu'ils changent. Le point culminant arriva le soir du bal du lycée, événement prestigieux sponsorisé par la mairie. Camille n'y était pas attendue. Mais à 20h45, alors que Romain s'apprêtait à prendre la parole pour un discours préparé à la va-vite pour regagner un peu de capital social, les lumières s'éteignirent. L'écran géant s'alluma. Et une vidéo commença à défiler. Mais cette fois, ce n'était pas une dénonciation. C'était un témoignage. Une voix off, celle de Camille, parlait calmement sur des images du quotidien scolaire. Elle racontait son histoire. Les brimades. Les silences. Les écoles où elle avait dû partir. Mais aussi, sa reconstruction. Son choix de ne plus subir. Et sa décision, cette fois, de ne pas fuir, mais de rester. Pour transformer. Pour faire justice sans vengeance. Quand les lumières se rallumèrent, toute la salle était figée. Lucas se leva. Et sans qu'on sache pourquoi, il s'agenouilla. Puis Mehdi. Puis Théo. Puis Romain. Pas par peur. Pas par obligation. Mais parce qu'enfin, ils avaient compris. Et tout le monde le voyait. Mais Camille n'était plus là. Elle était sortie par la porte de service. Elle n'avait pas besoin d'ovation. Elle n'était pas une héroïne. Elle était juste la preuve que même une élève seule peut changer tout un système. Le lundi suivant,
à 7h30 du matin, bien avant la sonnerie d'entrée, la salle A12 du lycée Jean Moulin était déjà éclairée. Le soleil pénétrait à travers les stores poussiéreux, projetant des bandes de lumière sur le sol usé. À l'intérieur, Camille, assise calmement au bout de la salle, feuilletait un petit carnet à spirale. Devant elle, 4 chaises. 4 dossiers vierges posés sur une table. 4 bouteilles d'eau. Et un tableau blanc sur lequel elle avait écrit en majuscule au feutre noir « Vous n'êtes pas vos erreurs, mais vous êtes responsable ». Lucas fut le premier à arriver. Les yeux cernés, le regard plus bas que d'habitude. Suivi de Mehdi, en silence, les mains dans les poches. Théo entra ensuite, tenant un carnet de notes. Romain, dernier, s'arrêta un instant devant la porte, hésita, puis entra sans un mot. Aucun d'eux n'avait été forcé. Camille n'avait envoyé ni menace ni convocation. Elle avait seulement laissé, après le bal, une feuille sur la porte principale du lycée. Ceux qui veulent vraiment changer ça, vous me trouvez. Lundi, 7h30 à 12. Sinon, bonne chance. Et ils étaient venus. Camille se leva et leur tendit à chacun un dossier portant leur prénom. Dedans, des extraits de témoignages de ceux qu'ils avaient blessés. Pas les vidéos virales. Pas les humiliations. Non. Des récits sincères, anonymes, écrits avec émotion. Je ne dors plus depuis ce jour-là. J'ai arrêté le théâtre à cause de lui. Quand il riait, j'avais l'impression de disparaître. Le silence qui suivit la lecture fut plus lourd que n'importe quelle punition. Puis Camille posa une simple question au tableau, « Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde ?» Et le travail commença. Chaque matin, pendant une semaine, de 7h30 à 8h15, ils se retrouvaient dans cette salle. Ce n'était pas un tribunal. Ni une thérapie. C'était une confrontation. Une remise à zéro. Camille avait préparé des exercices inspirés de son propre parcours dans un foyer éducatif qu'elle n'avait jamais mentionné à personne. Des jeux de rôle. Des lettres à écrire, pas à envoyer, juste à écrire. Des silences à respecter. Des vérités à affronter. Le mercredi, Camille leur demanda de lister 3 personnes qu'ils avaient blessées sans excuse, juste des faits. Puis de réfléchir à comment les aider sans chercher de pardon. Lucas proposa de s'engager dans l'association sportive du lycée, mais pas comme joueur, comme assistant pour les plus jeunes. Mehdi demanda à encadrer les collégiens qui avaient du mal en français, reconnaissant à demi-mot qu'il en avait lui-même bavé autrefois. Théo proposa de tourner une vidéo de sensibilisation avec le CPE. Et Romain demanda à devenir tuteur d'un élève en situation de handicap. Pas pour réparer. Pour apprendre. Mais Camille n'était pas dupe. Elle savait que les intentions ne suffisent pas. Alors elle les mit à l'épreuve. Elle organisa une simulation de harcèlement. Une élève volontaire, Nora, s'est prêtée au jeu, on devait la pousser à bout avec des mots, des insinuations. Pas de violence, juste du venin. Les garçons devaient intervenir mais sans savoir que c'était un test. Ce fut Lucas, l'ancien caïd, qui s'interposa en premier. Il ne cria pas. Il s'avança, regarda dans les yeux celui qui jouait le rôle du harceleur, et dit « Ce que tu fais, ce n'est pas drôle. C'est minable. » Mehdi le suivit. Puis Théo. Et enfin Romain, qui prit Nora à part pour lui demander comment elle allait. Camille, cachée derrière la porte, essuya une larme. Ce n'était plus du théâtre. Ils avaient compris. Le vendredi matin, dernière séance. Camille entra avec 4 enveloppes. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des reflets. À l'intérieur, chacun trouva une photo prise en cachette, durant la semaine, où on les voyait en train d'agir différemment, Lucas ramassant des papiers après un match. Mehdi aidant un élève dyslexique à lire un texte. Théo discutant avec une fille qui pleurait dans la cour. Romain assis sur un banc, jouant aux échecs avec un élève autiste. Puis Camille leur tendit un marqueur noir. « Signez cette photo. Pour vous. Pas pour moi. » Un par un, ils signèrent. Pas avec fierté. Avec gravité. Et alors qu'ils se levaient pour partir, Camille dit doucement.
Je ne veux pas que vous soyez reconnaissant. Je veux que vous soyez vigilant. Si vous recommencez, je reviendrai. Mais si vous continuez, alors un jour, vous n'aurez plus besoin de moi. Ce fut la dernière fois qu'ils la virent. Elle quitta la salle sans un mot de plus. Et cette fois, ce ne fut pas dans le silence, mais dans un respect profond. Silencieux, oui, mais plein d'admiration. 3 semaines étaient passées depuis la dernière séance de rééducation. Le printemps s'était installé sur Marseille et avec lui une ambiance étrange au lycée Jean Moulin. Ce n'était pas le calme, c'était une pause, un entre-deux, comme si tout le monde attendait quelque chose sans savoir quoi. Camille n'était plus là. Elle ne venait plus en cours. Aucun élève ne l'avait vue dans les couloirs, ni même à la cafétéria. Son nom avait disparu de la liste des présents. Mais sa présence, elle, était partout. Lucas, Mehdi, Théo et Romain avaient changé vraiment. Ce n'étaient plus les loups. Ils n'en avaient même plus le surnom. Ils n'avaient plus besoin de meute. Désormais, ils marchaient seuls, ou plutôt ensemble, mais autrement. Ils passaient plus de temps avec les premières années qu'avec leurs anciens amis. Ils aidaient sans publicité. Ils ne cherchaient pas le pardon. Ils construisaient une autre version d'eux-mêmes sans Camille. Mais grâce à elle. Un lundi matin, alors que les élèves prenaient place dans la cour pour la remise annuelle des bourses de mérite, un murmure parcourut l'assemblée. Une silhouette familière s'approchait depuis l'entrée du lycée. Les bottines. Le manteau noir. Le sac en toile à bandoulière. C'était elle. Camille? Personne n'applaudit. Personne ne cria. Ce n'était pas ce genre de retour. C'était sacré. Un peu comme si une légende prenait forme. Elle avança sans s'arrêter, franchit la foule silencieuse et monta sur l'estrade aux côtés de M. Langlois, le proviseur, qui semblait tout aussi surpris que les autres. Elle demanda le micro. Il hésita, puis lui tendit. Elle regarda la foule. « Je suis venu voir si ce que j'avais laissé avait pris racine. » Silence. Des regards échangés. Certains élèves se raidirent. Lucas se leva de sa chaise, puis les autres. Ils avancèrent jusqu'au pied de l'estrade. Et là, ils s'agenouillèrent. Personne ne comprenait. Un surveillant s'approcha pour les relever, croyant à une provocation. Mais Camille fit un geste. « Laissez-les. Ils savent pourquoi. » Et elle descendit. Lentement? Droite? Puissante? Lucas prit la parole, sans micro. « On ne te demande pas pardon. On n'est plus les mêmes. Mais on voulait te montrer ce qu'on est devenu. » Camille les fixa. Un wrong moment. Puis, de son sac, elle sortit un carnet. Son carnet. Celui avec les noms, les plans, les notes. Elle le posa dans les mains de Mehdi. « À vous de continuer maintenant. Aidez ceux qui ne peuvent pas encore se relever. Vous avez compris la douleur. Maintenant, transformez-la. » Et elle repartit. Sans discours. Sans adieu. Juste un regard vers le lycée qu'elle quittait. Mais cette fois, c'était elle qui avait le dernier mot. Le lendemain, un nouveau panneau apparut dans le couloir principal, là où étaient affichés les résultats scolaires et les annonces de club. Il portait une inscription sobre. Espace 314 pour ceux qui veulent changer, et ceux qui veulent aider. C'était la salle où tout avait commencé. Le projet devint une réalité. Avec ou sans Camille. Chaque semaine, des élèves y venaient pour parler, écouter, réfléchir. Le proviseur lui-même déclara qu'il n'avait jamais vu pareille transformation dans un établissement scolaire. Des enseignants demandèrent à participer. Des parents remercièrent. Des élèves autrefois isolés retrouvèrent leur voix. Et les garçons? Ils devinrent mentors. Ils ne prétendaient pas être des modèles. Ils racontaient simplement ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient fait subir et ce que Camille leur avait appris. À savoir que la force ne réside pas dans la domination, mais dans la réparation. La vérité. L'humilité. Lucas, un jour, écrivit ces mots sur un tableau du fond de la salle 314. « Elle n'a pas changé nos vies.
Elle nous a montré comment le faire. Quant à Camille, personne ne sut jamais vraiment où elle était allée. Certains disaient qu'elle avait intégré un internat en Suisse. D'autres, qu'elle écrivait un livre. Mais pour Lucas, Mehdi, Théo et Romain, peu importe. Parce qu'elle vivait à travers chaque geste qu'ils posaient. Chaque élève qu'ils aidaient. Chaque injustice qu'ils combattaient. Et ainsi, la légende de Camille ne s'éteignit jamais. Elle devint plus qu'un nom. Elle devint une idée. Un feu qu'on ne peut pas éteindre. Une preuve que même une fille seule, avec un carnet noir et un regard de glace, peut faire trembler les murs d'un lycée et reconstruire l'intérieur de ceux qui l'ont détruite.